Salut les aventuriers. Alors, pour ce mois de juin, je vous réserve une surprise. Tout le mois de juin sera donc dédié à l'univers de l'Appel de Cthulhu et du mythos de H.P. Lovecraft. Alors, ce que j'ai au programme, c'est 2 podcasts. Donc, nous commençons le début du mois avec le tout premier, qui sera une discussion avec Jean-Michel et moi-même sur l'univers du jeu de rôle et le mythos, le lore d'H.P. Lovecraft et comment justement il continue à exister et justement comment son inspiration continue aujourd'hui à créer de nouvelles histoires. Et puis donc, plus tard dans le mois, le deuxième épisode sera basé sur un livre-jeu publié par Chaosium, qui s'appelle « Seul contre les flammes ». Et là aussi, Jean-Michel me joindra pour discuter de l'aventure. Alors, vous connaissez sûrement Jean-Michel du podcast d'Au-delà des montagnes hallucinées. Et voilà, c'est aussi un très grand joueur de l'Appel de Cthulhu, maître du jeu aussi. Donc, le partenaire parfait pour le thème justement de Cthulhu de ce mois de juin. Donc voilà, sans plus tarder les aventuriers, je vous propose de découvrir le tout premier podcast, de plonger directement dans le mythos et attention à ne pas trop perdre vos points de santé mentale. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue, un podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 21. L'univers du jeu de rôle l'Appel de Cthulhu. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Pour ce numéro, les gars, alors ce que je voulais faire, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Alors c'est vrai qu'on discute pas mal ces temps-ci de jeux de rôle, mais aussi, toujours comme d'habitude, des livres dont vous êtes le héros. Je me dis que c'est peut-être la bonne raison de s'écarter un petit peu de l'univers des défis fantastiques, enfin de l'univers plutôt des fighting fantasy, tout ce monde de Steve Jackson et Ian Livingstone, et plutôt de visiter un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre comme livre-jeu dans cet univers. Et voilà, donc j'ai rencontré Jean-Michel il y a quelques mois, qui est maître du jeu de l'Appel de Cthulhu. Et Jean-Michel justement m'a proposé, tiens, écoute, j'ai trouvé un livre-jeu sur l'Appel de Cthulhu. Et je me dis, c'est parfait, ça a l'air super intéressant ça. Et donc voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter donc Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Bonjour les aventuriers. Comment ça va Jean-Mi ? Ça va bien. C'est avec plaisir que je viens parler avec toi de ce livre-jeu et du mythe de Cthulhu en général. Écoute, franchement, au plaisir de t'avoir sur le podcast. Voilà, comme j'ai annoncé, on change un petit peu d'univers. Allons plutôt vers le mythos de H.P. Lovecraft. Parle-nous un petit peu de toi, Jean-Mi. Parle-nous un petit peu de ta passion justement pour l'univers du jeu de rôle et surtout de ce milieu un peu néo-gothique, Appel de Cthulhu, toute cette histoire. Alors. Oui, donc moi je fais partie de la génération. J'ai 38 ans, j'ai sur mes 40 ans, donc je fais partie de la génération qui a découvert le jeu de rôle par les livres-jeux. Je suppose que ça devrait parler à pas mal de tes auditeurs. Effectivement, donc les livres dans Zetlereux qu'on connaît bien. Évidemment, le manoir de l'enfer m'avait fait une forte impression, et donc c'est vrai que j'ai toujours bien aimé l'horreur. Et après, j'ai fait une transition assez normale vers le jeu de rôle. Encore une fois, avec pour les gens de ma génération qui devraient être connus, la plupart des gens, c'est-à-dire que je suis passé à l'œil noir et puis à la fameuse boîte rouge de Donjons et Dragons. Ah et super, après, là ça remonte là. Voilà, et puis j'étais lancé après, à 15 ans, j'étais dans un club de jeux de rôle et je n'ai jamais regardé derrière. J'ai toujours continué le jeu de rôle, voilà. Et pour l'Appel de Cthulhu, c'est vrai que je l'ai découvert à l'époque où un peu après Donjons et Dragons, quand l'appel est sorti, mais je pense que quand j'étais vraiment adolescent, c'était trop différent, quoi. Quand on est ado et qu'on vient de l'univers de Donjons et Dragons, le choc culturel avec l'appel de Cthulhu est un peu trop violent, je pense. Ouais, parce qu'il y a plus cette sensation d'XP, de gain de nouveaux pouvoirs, c'est plus essaye de survivre, enfin si t'es joueur. Je trouve, non, c'est ce côté, t'essayes juste de survivre. L'XP, c'est vraiment pas le but en fait du jeu, c'est plutôt de résoudre une énigme.
Et donc je pense du point de vue JM, tu me diras le contraire ou pas, mais il y a beaucoup plus, je trouve, d'écriture, plus sur en fait le fait de résoudre une énigme que de progresser et d'avancer vers un antagoniste. Oui, ça a vraiment été enfin évidemment quand Gary Gygax a créé Donjons et Dragons, ça a été déjà une invention extraordinaire, mais l'appel de Cthulhu ça a été une date parce que c'est vrai qu'à l'époque ce qu'on faisait c'était du donjon, aller de salle en salle, trouver des trésors, ce que tes auditeurs connaissent très bien des héros. Mais ça a bien évolué en effet, quoi. Le jeu de rôle en général maintenant aujourd'hui, quand tu regardes les émissions de Pathfinder, tu sais, ça a bien changé du dungeon crawling, qui est un peu plus old school. Et donc quand l'auteur de Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu a sorti son jeu dans les années 80, c'était complètement à l'opposé de tout ça, puisqu'effectivement au lieu d'être des super-héros parce que dans Donjons et Dragons on devient de plus en plus balèze et voilà, c'est une progression exponentielle. On devient Uber, quoi, c'est ça. Les fameux termes de Goroville. Quand on commence à tuer des dieux, c'est qu'on a bien joué, quoi. Mais évidemment, l'appel de Cthulhu, au contraire, les personnages se détériorent au fur et à mesure du temps, soit au niveau de la santé mentale, soit au niveau des points de vie, mais en tout cas il y a surtout la spirale de la santé mentale qui était la grande innovation, c'est-à-dire que plus on joue, plus son personnage se détériore, quoi. Ouais, on peut pas, c'est quasiment impossible en tant que joueur de garder un héros très longtemps sur plusieurs campagnes. C'est assez difficile parce que bien sûr le plus on est intrigué via les Elder Gods, donc les dieux anciens de l'univers de Cthulhu, le plus on se fascine, mais voilà, il y a ce côté où c'est une descente, c'est une spirale infernale où tu collectes de plus en plus d'informations sur ces entités-là, mais tu deviens de plus en plus fou et incontrôlable. Oui, alors quand l'auteur avait créé l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle, il pensait qu'il fallait absolument être comme dans Lovecraft, être vraiment noir, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen de récupérer de la santé mentale. Tu ne pouvais qu'en perdre et donc c'est Sandy Peterson d'ailleurs l'auteur du jeu, comme ça on l'aura nommé, l'auteur qui a inventé ce système. Et alors son éditeur à l'époque lui a dit non, tu peux pas faire ça, écoute, il faut quand même que tu donnes un minimum. Et donc il y a des règles, normalement tu peux récupérer un peu, si tu arrives à triompher d'une créature, ouais, dans tu récupères un chouïa, mais ouais. c'est jamais suffisant pour Non, c'est ça, c'est 7e édition, je crois qu'il y avait les règles de l'hôpital psychiatrique où tu pouvais récupérer, mais tu sais, c'est tellement, ça te met hors jeu, quoi, ça met ton personnage vraiment hors jeu. Alors, la stratégie en tant que joueur, c'est de jouer avec un personnage intermédiaire, le temps que quelques mois passent pour que tu récupères ton personnage, et ça veut pas dire qu'il sera à 100% nickel, quoi, le côté psychologique. Voilà, donc c'est vrai que c'était. Et donc pour continuer mon histoire, quand j'étais adolescent, j'ai lu ça et il y a une partie de moi qui savait que c'était prodigieusement génial, mais l'autre j'étais pas prêt, quoi. Et c'est vrai que j'ai joué à pas mal de jeux au fil des années, et puis à 30 ans, je me suis dit allez, je vais me pas prêt, tu veux dire sur l'univers, l'ambiance, l'écriture en tant que maître du jeu. Non, mais vraiment sur maîtriser le jeu, quoi. Être meneur de jeu. J'y suis revenu donc il y a une dizaine d'années, quoi. Et là, je me suis dit, parce que c'est quand même un challenge, l'appel de Cthulhu, je trouve. C'est pas un jeu c'est facile d'approche pour le meneur de jeu. Il faut essayer de faire peur à ses joueurs, entre guillemets, ou créer une ambiance malsaine, ou essayer de... Et il y a beaucoup d'éléments historiques, donc ouais, c'est vrai que, c'est parce que évidemment j'essaie de faire ça sérieusement, mais c'est sûr quand moi aussi je maîtrise, tu sais, on en parle ensemble un tout petit peu hors podcast, mais voilà, on s'échange des fois un petit peu de ce qu'on a fait dans nos aventures, et c'est vrai qu'on est maître du jeu de Cthulhu, il y a ce côté où moi j'ai vraiment cette sensation il faut savoir écrire un mystère, en fait. Et c'est pas facile, parce que savoir écrire un mystère, c'est vraiment un métier d'écrivain, quoi, de roman, de roman polar ou tu sais, d'enquête criminelle, fiction. C'est vraiment un challenge intéressant. Et après, la structure d'écrire le polar, et puis après de placer justement le côté un peu Lovecraftien, le mythos, Lovecraft, dans l'histoire, c'est là où tu rends les choses un peu plus lugubres, mais il faut déjà que tu aies une bonne construction. Alors bien sûr, c'est pas toujours besoin d'être ce cas-là, d'avoir quelque chose de plus consistant côté enquête, mais je trouve que c'est là tout son charme, en fait, de l'appel de Cthulhu, c'est ce côté où on peut vraiment revivre une époque victorienne, et donc se placer vraiment dans ce sort de, tu vois, ce côté de un peu
Jack the Ripper, tu vois, un peu Jack l'Éventreur, cette ambiance-là, quelque chose de lugubre, et on se pose la question, mais dans tout ce chaos, est-ce qu'il n'y a pas un côté ultra réaliste qui se mélange à la fiction? Et je trouve que c'est là l'équilibre intéressant en tant que maître du jeu, c'est de savoir garder tes joueurs dans le côté tu vois, réaliste de l'aventure, et de les faire douter eux-mêmes qu'en fait il y a pas du tout de mythos, tu vois, il n'y a pas de tentacules qui sortent d'un trou noir pour les absorber dans l'au-delà, que tout ça en fait essaie vraiment de les faire croire que c'est de la fiction, c'est pas du tout réaliste dans le jeu lui-même. Et c'est là où tu arrives vraiment à les intriguer, et c'est quelque chose d'assez difficile. Pour moi, c'est vraiment l'appel de Toulouse, je trouve que c'est l'un des jeux en tant qu'MJ qui est vraiment le plus difficile à écrire des campagnes ou maîtriser des scénarios, quoi. Et heureusement qu'il y a des professionnels qui nous en écrivent, hein, qui sont assez intéressantes. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un peu mon approche. Je peux pas dire que j'écris jamais de scénario, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer les scénarios écrits par des autres, parce que il y a différentes manières d'aborder le mythos, et donc c'est toujours intéressant d'avoir des visions du monde, enfin des visions du mythos qui sont contrastées, pour proposer en fait des expériences différentes aux joueurs sous des angles. Voilà, enfin, chaque auteur a un peu sa vision, son style. Il y en a une là qui te colle un peu plus que les autres, une que t'aimes vraiment, des fois que t'y penses quand t'écris. Ouais. Je voulais juste préciser, parce que tu parlais de Jack le Ripper, juste pour les auditeurs. En fait, il y a différentes périodes pour l'appel de Cthulhu. C'est ce qu'on appelle Cthulhu by Gaslight, donc en anglais l'époque victorienne. Mais l'époque la plus standard du jeu, c'est 1920. Mais maintenant, on peut jouer au jeu 1920, époque victorienne, contemporain, évidemment. Et puis maintenant, on s'est rajouté encore les croisades, enfin l'époque médiévale. Ouais, et ce qui est devenu très populaire, c'est l'époque Cthulhu Invictus à l'époque romaine, en fait. C'est fou ça, hein, franchement. Ouais, ça a été un des gros booms récemment. Ceux que je vois pas mal, enfin dès que je lis des scénarios, c'est souvent au début du XXe siècle. Et je vois rarement des aventures de je crois qu'ils placent au XXIe siècle, quoi. Donc ceux-là, c'est ceux que je vois vraiment le moins souvent, et pourtant il y a bien des fiches de personnages avec le hacking et tout ce qu'il faut, hein, pour se placer au XXIe siècle. Et pour répondre à ta question sur les styles, dans le jeu on distingue en général puriste et pulpiste, hein, c'est les deux grandes catégories. Pulpiste, c'est un peu à la Indiana Jones, où tes personnages, voilà, c'est un peu Indiana Jones contre le mythe de Cthulhu. Voilà, le style est un peu, voilà, il y a toujours des méchants nazis, enfin des bazars comme ça. Je pense que les auditeurs peuvent imaginer. Bon, les personnages, ça va être des archéologues, mais style Indiana Jones, ou des personnages un peu plus hauts en couleur, qui savent se battre un peu mieux, etc. Je dis pas que leur durée de survie va être nettement plus longue que les autres, mais elle sera légèrement plus longue. Tandis que puriste, c'est vraiment avec des thèmes très noirs. Parfois, il y a des avertissements au début des scénarios en disant s'il faut dire à vos joueurs s'ils sont sensibles à tel thème, ils peuvent pas jouer le scénario. Et puis là, parfois, il y a peu d'espoir. C'est ce qu'on appelle le style puriste. Et moi, des deux, je suis assez puriste. Hein. Mais c'est vrai que dans mon groupe, parfois, il y a des débats parce que tous mes joueurs sont pas nécessairement puristes. Il y en a qui ont envie d'être des Indiana Jones qui courent partout. Et puis puriste c'est déprimant, hein, de toute façon, parce que par définition, le monde est voué à la destruction. Et au mieux, tu peux retarder la description du monde de 5 minutes. T'essayes de te trouver un flingue et tu tires une balle dans la tête avant que tu souffres pendant des millénaires, quoi. Très cool, Jean-Michel, ça. C'est marrant, on parle de jeu de rôle, on parle de Cthulhu et tout de suite ça va dans la déprime, quoi, hein, dès qu'on commence à parler de l'univers. C'est sûr et certain que la fin sera les plus dures possibles, quoi. Écoute, ouais, je te propose comme on est en train de parler justement de l'univers de Cthulhu, le système de jeu, parlons un petit peu des règles. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'appel de Cthulhu, voilà, comme on a expliqué, c'est un jeu de rôle qui se base sur le mythos de Lovecraft et adapté en jeu. Donc il y a deux versions, il y a la version D100 et la version D20. Jean-Michel, je te propose de faire la version D20 qui est celle qui est utilisée maintenant plus populairement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des règles, comment cette version-là marche? Oui, non, en fait, excuse-moi, mais je pense que il y a pas mal de. C'est vrai qu'il y a eu une grande période des 20, mais parce que bon, juste pour faire un peu l'historique, donc l'appel de Cthulhu, la première édition dans les années 80, c'est le jeu, c'est un système qui a été créé par Chaosium, enfin qui est licencié par Chaosium et qui se passe avec des jets des 100 et
qu'ils ont après nommé le système basique en fait. Et c'est vrai que c'est le système le plus populaire. Maintenant, il y a un certain nombre de... Parce qu'il a l'avantage d'être vraiment très intuitif. Voilà, c'est des jets de pourcentage. Donc si on te dit tu as 20% de chance de réussir, en général, ça parle aux gens. Je veux dire, voilà, tu peux mettre quelqu'un et lui dire voilà, tu as 20% de chance de réussir ton action. Les gens savent visualiser directement plus ou moins. Par exemple, pourquoi pas prendre un petit exemple, si tu joues un photographe dans le jeu et tu es en train d'enquêter dans une maison hantée. Donc tu as besoin de juste prendre des photos pour savoir quelles sont les chambres, les salles hantées que tu développeras plus tard. Donc ton photographe a, allez, on va se dire, c'est un bon photographe, 75% sur ta feuille d'aventure. Ce qui veut dire que voilà, donc avec 2 dés de 10, dont un qui est les dizaines, l'autre les unités, pour réussir ce jet, il faut réaliser en dessous de 75 avec donc ces 2 dés qui égale un dé de 100. Bien sûr, vous avez beaucoup plus de chances le plus haut votre pourcentage est. Donc voilà comment fonctionnent les règles un peu pour balancer justement vos actions, vos skills, quoi, vos compétences. J'ai joué une fois un tueur en série qui était schizophrène. Mais j'avais 3 entités en moi, dont une qui était la personne de base, qui a peur des 2 autres, et l'autre, bien sûr, c'était un peu le Ted Bundy, hein, et la 3e personne, c'était un jeune adolescent qui, en fait, était, je crois que c'était... j'avais écrit mon personnage où son petit frère était mort à la naissance, et en fait, c'était un peu la résurrection de son petit frère dans une entité... de sa schizophrénie, quoi. Bref, tu vois, le truc complètement disjoncté, et je me suis retrouvé à tuer un de mes joueurs, quoi. Mais bon, là, tout est le plaisir, tu vois, du jouer au jeu de rôle. Je veux dire, pour la période classique, 1920, si on joue en puriste, les personnages seront généralement pas des aventuriers, ça sera, si on est en puriste, ça sera typiquement des professeurs d'université, des archéologues, mais vraiment très intellectuels. Donc on joue vraiment pas, on joue des gens normaux, hein. Ça c'est, je dis ça, voilà, par rapport à du Donjons et Dragons, etc. Même si on fait du puriste, en général, les personnages n'auront pas des profils vraiment de combattants. Si on joue du pulpiste, ils peuvent avoir un peu plus de profil de combattants, mais encore une fois, vu ce qu'ils affrontent, ça ne changera pas grand-chose, quoi. C'est typiquement... Enfin, la plupart des créatures, souvent les créatures du mythe sont invincibles au bal, etc. Non, mais il y a aucune façon de gagner. Le but n'est pas de gagner, le but c'est de se faire peur. Donc c'est ça, voilà. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est d'installer l'ambiance. Alors maintenant avec les iPads, les ordinateurs portables, c'est assez sympa de mettre des musiques d'ambiance, des bruitages. Je trouve que ça joue encore plus pour installer cette peur, quoi. Cette sensation vraiment de comment invoquer en tant que maître du jeu vraiment une ambiance terrifiante avec tes joueurs. Donc il faut garder son sérieux, mais comment est-ce que tu peux installer cela? Parce que bien sûr, souvent, quand on commence à avoir peur, on se rend compte qu'on fait du jeu de rôle. Il y a ce côté un peu comique, tu vois, qui nous rentre dedans tout de suite quand on y pense, et on commence à se marrer, on se dit « Ah, c'est marrant, c'est intéressant ». Voilà, le challenge, c'est vraiment de garder cette ambiance sérieuse de peur. En même temps, il y a des grandes réflexions philosophiques à avoir sur le sujet, mais c'est vrai que parfois le rire, je sais bien que mes joueurs rigolent parce que pour relâcher la tension, c'est comme on regarde dans un film. Parfois, c'est un signe que j'ai bien réussi, en fait. Il faut un peu décompenser en faisant une blague. C'est sûr et certain. Quand on détecte ces deux rires différents, peut-être décrire la spirale de la santé mentale tant qu'on est au niveau plus important. C'est pas le point le plus important pour le livre-jeu dont on va parler, mais pour le jeu en lui-même, le jeu de rôle, c'est super important. C'est-à-dire que quand vous voyez une créature ou quand vous lisez un livre du mythe, etc., quand vous êtes confronté au mythe, donc la grande idée de Lovecraft, c'est que on n'est pas fait pour comprendre. Donc plus on apprend à propos des créatures, plus en fait ça atteint notre santé mentale. Donc en termes de jeu, on perd des points. Donc on a un score de base qui au départ qui est basé sur notre, enfin bon, peu importe le score d'où il vient, mais donc on a un score. Et puis au fur et à mesure de nos confrontations au mythe, on perd des points. Donc ça va être, je sais pas, si on voit un cadavre humain mort et qu'on n'est pas habitué à voir des cadavres, on perdra peut-être 1 point. Si on voit une créature, enfin si on lit un livre, par exemple, particulièrement le Necronomicon que sûrement tous les auditeurs connaissent, ben voilà, on perd 1 des 6. Et si on voit une créature du mythe, on va dans les 1 des 20, et si on voit le grand Cthulhu lui-même, on perd 1 des 100 directement. Et donc la mécanique est assez simple, c'est-à-dire que si vous perdez plus de 5 points d'un coup, vous avez ce qu'on appelle une folie passagère. Et si vous perdez plus de 1/5 de votre score total en moins d'1 heure de jeu, et ben alors à ce moment-là, vous chopez une folie permanente. Et si vous arrivez à 0, bah, votre personnage est bon pour aller à l'asile d'aliénés à baver dans un coin pour le reste.
En termes de jeu, ce qui est le plus marrant, c'est les folies passagères, évidemment. C'est-à-dire, par exemple, tomber dans les... Le grand classique dans Lovecraft, c'est que les gens n'arrêtent pas de tomber dans les pommes quand ils voient des créatures du mythe. C'est une chose que... Parce que on connaît... En fait, il n'y a pas tellement de monde qui tombe dans les pommes comme ça, mais les personnages de Lovecraft tombent souvent dans les pommes. Donc c'est vrai que c'est un des grands classiques. Moi, je le fais peu parce que c'est devenu pratiquement un cliché de tomber dans les pommes. J'utilise la paranoïa constante où le personnage croit que tout le monde veut sa mort. Donc je demande aux joueurs, imagine que tout le monde a un poignard caché qui cache derrière son dos, quoi, et qu'il est prêt à t'assassiner dès que tu leur tournes le dos. Et c'est là où t'as des acteurs. J'en avais un qui faisait du théâtre, donc bien sûr après il s'éclatait, quoi. Il nous faisait vraiment la paranoïa, il lâchait personne, et puis il a fini par s'enfuir en fait. Il est jamais revenu. Ouais, au niveau des règles, il y a pas vraiment le meneur de jeu est assez libre de ce qu'il peut faire en termes de folie passagère. Il y a plein de suggestions évidemment. Ouais. Il y a une règle spécifique où on nous donne, je crois que c'est un dé de 10, non, il y en a une qui se détermine, mais bon, le plus intéressant, c'est par rapport à l'ambiance, qu'est-ce qui serait le plus logique par rapport à ce qui a généré la folie aussi, quoi. Pour donner un exemple un peu marrant, dans les folies permanentes, là, si la folie a été générée par exemple parce que le personnage a lu le Necronomicon dans son volume d'origine en arabe, donc le volume d'origine écrit par Abdul Al-Hazred, on peut dire qu'il a une phobie de l'arabe, donc chaque fois qu'il voit des caractères écrits en arabe, il croit que c'est l'écriture de Cthulhu, ouais. Voilà, il supporte pas, par exemple, phobie de l'arabe, ça m'a toujours bien fait rire. Donc on doit même pas être très réaliste au niveau du... Est-ce que c'est écrit ça dans le livre-jeu français, Folie de l'arabe? Non, c'est des suggestions qu'on se donne. Ok, j'espère pas, parce que ça peut être vachement mal interprété, ça. Oui, je parlais de la folie de la langue arabe, évidemment. Oui, bien sûr. Mais bon, j'imagine le mec qui joue pas du tout au jeu de rôle, qui tombe sur cette page-là, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est quoi ce livre complètement fasciste? C'est vrai que j'avais pas pensé. Mais non, pas du tout, c'est hors contexte, c'est par rapport au Necronomicon. Je pense que ça vient du contexte américain et ils ont pas Voilà. Ouais. Désolé, j'aurais dû réfléchir à ça. Non, mais je pense que nos éditeurs savent bien de dont quoi tu parlais, bien sûr, mais fallait que je l'évoque. Je trouve ça vachement intéressant quand t'as le livre qui est complètement inconscient, quoi, qui se rend pas compte de ce qu'ils écrivent, des fois les écrivains, qui peut être pris hors contexte. Parce que là, après, t'as toutes les chaînes médiatiques qui vont en profiter tout de suite pour faire du faux journalisme, tu vois. On a connu ça avec tous les délires autour de Donjons et Dragons. Oh mon dieu, à la fin des années 70, ouais, ça. Avant d'attaquer le livre-jeu, on parlera un peu de l'univers en lui-même, parce qu'on a finalement parlé beaucoup du jeu, mais... Bien sûr, ouais. Écoute, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est quoi le grand Cthulhu? Non, tout à fait, bien sûr. Avant qu'on saute dans le livre, parlons justement un petit peu de cet univers fictif de Lovecraft. Alors Jean-Michel, aurais-tu le plaisir justement de lui parler un petit peu du mythos de Cthulhu? La grande idée de Lovecraft, donc Howard Philip Lovecraft, c'est en fait, il a écrit toutes sortes de romans, de nouvelles, etc. Mais il a écrit une nouvelle qui s'appelle donc L'Appel de Cthulhu, qui est pas très longue. Mais l'intérêt de cette nouvelle, c'est que finalement, dans cette nouvelle, il explique une vision du monde à travers cette nouvelle, et qui est en fait celle qui est devenue par la suite le mythe de Cthulhu. Donc, cette vision du monde, c'est que à l'insu de la plupart des gens, il existerait des entités extraterrestres qui seraient arrivées sur Terre avant même que l'aube de l'humanité ne soit née. Et ces créatures, donc qu'on appelle parfois des grands anciens, il y a toutes sortes de créatures, mais ces créatures seraient tellement puissantes qu'elles seraient indifférentes à l'humanité. L'humanité, en fait, pour elles, pour ces créatures, c'est des fourmis, donc ces créatures ne sont pas mauvaises, elles font ce qu'elles ont envie de faire, mais elles peuvent tuer des êtres humains, parce que si on a un nid de fourmis chez soi, on fait de la dérativisation, on va appeler quelqu'un pour s'en occuper, mais il n'y a pas cette notion que c'est pas du tout des créatures maléfiques, on n'est pas du tout dans un contexte judéo-chrétien, comme les romans d'horreur. C'est là que Lovecraft a vraiment innové, parce qu'avant, on était toujours avec des vampires, des fantômes, dans le mythos catholique très très fort. Le mythos Lovecraftien sort vraiment de cette idée-là. Il dit non, on est en fait devant des créatures extraterrestres tellement puissantes que elles peuvent amener notre annihilation, donc elles peuvent détruire vraiment. D'ailleurs, c'est ce qui est prédit, quand les étoiles seront alignées. Cthulhu s'élèvera, et puis ça sera la fin de l'humanité. Mais elles le font pas parce qu'elles sont méchantes, elles font juste parce qu'elles ont des choses à faire, et puis elles nous marchent dessus en passant.
Et un autre point important dans le mythe de Cthulhu d'un point de vue philosophique, c'est que la présence de ces entités dans notre environnement fait que il y a des êtres humains qui sont mis à les vénérer. Dans le jeu de rôle, on les appelle des cultistes, c'est le terme technique. Hein. Et les cultistes, c'est des gens qui ont découvert l'existence de ces créatures, souvent de façon indirecte. Hein. Bon, dans l'appel de Cthulhu, ce qui est expliqué, c'est qu'évidemment, Cthulhu est endormi quelque part dans la mer. Et il rêve, et en fait les cultistes en gros ils captent ses rêves, mais c'est même pas quelque chose que Cthulhu, enfin bon après là c'est un peu on peut spéculer, mais que Cthulhu fait consciemment, mais depuis l'aube de l'humanité les êtres humains ont un peu par télépathie c'est capté des rêves de Cthulhu, et ce sont ces rêves qui ont donné naissance à des religions, donc non seulement évidemment les cultistes qui vénèrent carrément, qui en fait ils reçoivent bien les messages de Cthulhu, donc ils vénèrent directement Cthulhu. La transmission est bonne, mais quand la transmission est mauvaise, ou bien parce que les gens, le savoir s'est dégradé au fil du temps, c'est ce qui a donné naissance à nos religions. Et donc nos religions en fait sont juste notre incompréhension de la vérité ultime, quoi. Et alors, comme je le disais aussi, l'univers de Lovecraft est extrêmement athée, hyper matérialiste. Toutes les religions, en fait, c'est une incompréhension de ce à quoi on fait vraiment face, de ces entités auxquelles on fait vraiment face. Et alors, surtout, le dernier point, c'est que si on essaye de corréler toute l'information, donc si on acquiert de l'information à propos de ces entités et qu'on essaye de la corréler, c'est tellement c'est mind-blowing, mais un sens. Je veux dire, c'est vraiment notre cerveau est incapable d'appréhender ça, et ça ne peut nous mener qu'à la folie, quoi. Donc ça, c'est les grandes lignes philosophico-théologiques de l'appel de Cthulhu, quoi. Et puis sinon, on peut juste dire Cthulhu lui-même, c'est le personnage le plus connu dans le grand public, donc je pense que tout le monde a un peu une idée de. C'est pas forcément le dieu. Il y a tout un panthéon: Nyarlathotep, Azathoth, Yog-Sothoth, le Bukumi-Shero, toute une série d'entités. Cthulhu est le plus connu. Bon, pour les voix, c'est la culture qui a fait ça comme ça. Ah ouais, le mainstream, au point où on a carrément des peluches Cthulhu. Hein. Ouais, j'en ai une sur ma cheminée. Là. Voilà, ouais, à quel point, mais ouais, il y en a bien d'autres. Hein. Et comment il s'appelle le lézard, sorte de roi lézard. Yit, voilà. Et puis on a la valeur de rêve, Shub-Niggurath, c'est ça? Shub-Niggurath, ouais. Shub-Niggurath. Ouais. Et puis il y a l'un des personnages qu'on ne nommera pas, parce que bien sûr il faut pas nommer son nom, mais c'est le roi en jaune. Astur, le roi en jaune. Oh, t'as osé dire son nom, même moi j'ose pas le faire. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose à dire aussi aux auditeurs qui découvrent un peu le mythe de Cthulhu, c'est que d'emblée, Lovecraft a dit à tous ses copains, vous pouvez utiliser les créatures que j'utilise dans mes nouvelles, et moi je fais de même. Donc il a repris certains noms, etc. D'ailleurs, le roi en jaune n'est pas de Lovecraft, mais de Chambers. Donc ils retiraient, enfin ils ont créé, on peut dire que c'est le premier univers partagé qui a été créé en fait. Ouais. Et ce qui était formidable, c'est qu'évidemment c'était publié, ils étaient la plupart publiés dans Weird Tales, donc la grande époque de Weird Tales, c'était Lovecraft. Évidemment Robert Howard, que tout le monde connaît pour Conan le Barbare, mais même dans Conan le Barbare c'est très inspiré de Lovecraft, et puis il a écrit des nouvelles qui sont directement dans le mythe de Cthulhu, mais même dans Conan en fait fait partie du mythe de Cthulhu par certaines de ses histoires. Et le dernier, c'est Clark Ashton Smith, qui est généralement un peu moins connu du grand public que les deux précédents, mais ces trois auteurs n'arrêtaient pas de se piquer des trucs en changeant un peu, etc. Les noms. Et du coup, ça créait une sorte de. Les gens qui lisaient Weird Tales, ils savaient pas trop à quoi s'en tenir, parce qu'on est dans les années 30 et on n'a pas Wikipédia, on peut pas aller sur Internet et vérifier. Donc, comme ils mélangeaient des vrais livres avec des faux livres, etc., et que les différents auteurs commencent à citer tous ces gens, le lecteur, il est là devant et il dit ah ouais, mais par exemple, Cthulhu, il a été cité par Lovecraft, mais maintenant il y a Robert E. Howard qui en parle, et ils avaient aucun moyen de vérifier, quoi. Il y a aussi voilà, et puis on a aussi les mystères du verre de Robert Bloch. Hein. Voilà, et donc, mais ça c'est les générations ultérieures. Donc en général, on considère que Lovecraft, Clark Ashton Smith et Robert E. Howard, c'est la seconde génération, si on compte la génération précédente qui a créé le roi en jaune. Et après, il y a des générations, donc Bloch, etc., qui sont. Il y a plein de littérature. Bien sûr, même contemporaine, parce qu'on a même Guillermo del Toro qui écrit du Lovecraftien. Hein. Alors ça c'est même les films de Guillermo del Toro contiennent plein d'éléments. Quand on voit Hellboy, c'est Lovecraftien à mort. Ouais.
C'est un univers assez fantastique et c'est marrant justement comme tu disais comment ça se propageait quoi à travers d'autres écrivains qui créent un peu cette confusion et ce mystère au niveau du lecteur. Hein. Oui, parce qu'en plus, ils mélangent, par exemple, au niveau des dieux, mais ils mélangent aussi au niveau des livres. Hein. Donc, ils ont créé des tomes, hein, comme le Necronomicon, les auditeurs connaissent certainement. Mm-hmm. Ça apparaissait dans Evil Dead. de manière assez... On peut pas dire que Evil Dead est un film Lovecraftien, mais il y avait quand même une touche, un clin d'œil à Lovecraft avec le Necronomicon. Et c'est marrant aussi comment Sam Raimi, en créant Evil Dead, a vraiment créé, je trouve, l'image la plus représentative du Necronomicon, ce livre en peau humaine avec ce visage sur la couverture. Ouais. Et donc quand Lovecraft citait le Necronomicon, il te donne les différentes éditions. Donc je parlais de l'édition arabe, puis t'as l'édition en latin, etc. Ils sont hyper précis, mais ils mélangent ça avec des informations réelles, comme il parle par exemple des stances de Jian. Les stances de Jian, c'est le grand bouquin de la théosophie. Bon, c'est un bouquin qui n'existe pas non plus, mais enfin Blavatsky prétendit l'avoir trouvé. Donc là, ils mélangent avec des trucs. Mais c'est ça. Le souci, c'est qu'ils sont en train de créer un univers fictif, mais ils sont en train de le faire croire qu'il est complètement réaliste à 100%. C'est ça, quoi. Ouais, mais tu te rends compte si ces magazines de Weird Tales se baladaient dans les hôpitaux psychiatriques? Je te raconte pas comment ça allait pas améliorer les choses, quoi. Voilà, c'est vraiment un univers assez vraiment fantastique, je trouve. Hein, cette coalition, quoi, de plusieurs écrivains. Et puis bon, il faut quand même avouer qu'il y a des néo-occultistes qui croient dans l'univers. Il y a des gens qui croient dans la mythologie de Lovecraft. Hein. Je veux dire, il faut quand même le dire aux auditeurs, parce qu'ils pensent qu'en fait Lovecraft aurait justement channelé, il aurait eu les rêves de Cthulhu, et en fait elles-mêmes sont des manifestations des rêves de Cthulhu. Bah, écoute, comme on dit, je crois qu'on ne juge pas, c'est ça? No comment. No comments, voilà. Et alors, un petit détail assez intéressant, c'est tous ces noms, on en a évoqué quelques-uns là, avec Jean-Michel, bien sûr, un peu intéressant comment les prononcer. Il faut savoir que Lovecraft nous disait qu'en fait, on les prononce pas du tout correctement parce qu'elles sont dites dans une langue qui nous est complètement étrangère. Donc, si quelqu'un autour de vous dit Chulu, Cthulhu et vous le reprenez, non, vous avez pas le droit, quoi, parce que même nous, on sait pas les prononcer avec notre langue humaine. C'est bien ça, Jean-Michel, hein? Oui, je pense qu'il y a eu des grands débats sur la prononciation de Cthulhu, mais le plus grand expert à l'heure actuelle de l'appel de Cthulhu, hein, du mythe de Cthulhu, un universitaire, quoi. Il lui-même qui a écrit une biographie titanesque de Lovecraft, etc. Joshi s'appelle, hein. Joshi, lui, le prononce Cloulou. Tu vois, comme quoi il y a vraiment pas de base en fait. C'est comme vous les prononcez, tant que ça se ressemble un petit peu l'un aux autres. Non, mais en gros, quand même, l'idée qui est fabuleuse chez Lovecraft, c'est que contrairement à la plupart des univers partagés, c'est pas cohérent. Mais c'est voulu que ça soit pas cohérent. Parce qu'en fait, une vraie mythologie, c'est pas cohérent, quoi. Si on prend la Bible, ou les dieux asgardiens, tout ça, c'est pas cohérent. Et donc, lui, même chez Lovecraft, c'est pas cohérent. Et donc, les autres, on s'en fout que ce soit pas cohérent, parce qu'une vraie mythologie ne devrait pas être cohérente, quoi. C'est comment garder les choses au plus près du réalisme. Ouais. Enfin voilà, Jean-Michel, je te propose, après ce petit grain de folie, là, comme on parle de Cthulhu, hein, ça ne peut être qu'un grain de folie, je te propose qu'on plonge dans le livre, justement, cette aventure, donc qui se nomme Alone Against the Flames, donc qui est traduit en français par Seul contre les flammes. Ça me paraît une très bonne idée, plongeons dedans. Alors, plongeons dans les flammes. Plongeons dans les... Oh merde, ça y est, ça commence, quoi. Alors, avant cela, comme tu le sais, sur le podcast dont vous êtes le héros, on aime bien partager un petit peu des musiques pour se mettre dans le bain, dans l'ambiance. Et là, Jean-Michel, je te propose, je trouve que c'est un morceau assez sympa, qui est parfait, qui se mélange un peu à cet univers complètement victorien obscur. Donc, je te propose d'écouter le thème principal du film d'horreur Phantasm. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, Phantasm, c'était un peu ce grand géant avec une sphère métallique qui balançait, qui se collait à la tête des gens et qui vidait le sang qu'il y avait dans leur cerveau. C'est assez graphique, hein. Donc, je trouvais que c'était le morceau de musique parfait, justement, pour nous mettre dans le bain. Voilà, Jean-Michel. Alors, pour le prochain podcast, comme prévu, nous allons discuter du livre Seul contre les flammes, et je pense qu'on va bien s'amuser. Et à très bientôt. Au revoir les aventuriers. Et passez une excellente soirée. Salut. Ciao.